Le point que je vais amener directement est le suivant. Quand on a un processus de reconstruction, il y a une série de tendances qui se répètent. Il y a une série de réactions, des réponses qui sont répétitives et qui apparaissent dans plusieurs contextes. Et ça, on l'a constaté à travers plusieurs pays, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Il y a un réflexe à faire certaines réactions, certaines réponses suite à une situation de destruction. Et la première réaction qu'on trouve assez souvent, c'est l'étalement urbain. Donc, une fois on a une catastrophe, un désastre, il y a cette réaction à les reconstruire vite. Et reconstruire vite veut dire, d'habitude, aller chercher des terres qui ne sont pas occupées pour pouvoir faire des infrastructures plus vite, pour pouvoir construire plus vite. Et donc, on termine très rapidement en construisant, en élargissant l'empreinte urbaine des villes ou des centres urbains. Donc, on assiste très rapidement à une augmentation de la taille des centres urbains par l'étalement urbain. Donc, la deuxième tendance, le deuxième réflexe qui apparaît assez souvent, c'est de simplifier les problématiques. La reconstruction et les traumatismes des situations de désastre fait en sorte que la complexité est tellement énorme en parlant d'infrastructures, d'éducation, des moyens, de gouvernance, que la réaction de plusieurs parties prenantes, c'est de simplifier la problématique. Et une des simplifications rapides, un raccourci assez vite, c'est de penser que la solution passe par la construction des maisons. Donc, on va construire des maisons, puis comme ça, on va aller plus vite, on va pouvoir démarrer quelque chose et montrer qu'on est en train de faire quelque chose. Ces réponses à l'habitat un peu trop rapides, un peu trop bousculées, font en sorte que parfois, on ne donne pas le temps à réfléchir aux vrais besoins des habitants et on termine par leur donner des solutions qui ne sont pas nécessairement au cœur de leurs préoccupations, de leurs aspirations. Troisième situation qui apparaît assez souvent, c'est de dissocier les usages. Donc, face à cette complexité énorme de devoir donner des solutions, on se dit, bon, on va s'attaquer un usage à la fois, une solution à la fois, un besoin à la fois. Donc, résidentiel ici, industriel là, commercial là, et on perd un peu de vue quels sont les liens et les interrelations qui existent entre l'emploi, le lieu de travail, l'habitation, les écoles, etc. Or, quand on regarde par exemple, ce qui se passe dans le secteur informel de la construction de l'habitat, dans les pays en voie de développement, on trouve exactement le contraire. On trouve un mélange très fort et très important d'usages commerciaux, d'usages de production, d'usages résidentiels. Et cette tendance à centraliser, parfois aussi, nous amène à des solutions, encore une fois, rapides, mais inappropriées pour les gens. Une cinquième, c'est cette idée de répéter le modèle idéal, encore une fois, pour faire des raccourcis, aller plus vite. Donc, on trouve une solution, puis on dit, bon, on va la donner en grande quantité au plus grand nombre d'habitants. Et finalement, cette idée de négliger le secteur informel. Donc, penser qu'en concentrant des décisions rapidement, pour réagir rapidement dans des grandes entreprises qui sont solides, qui vont avoir le financement et qui vont pouvoir agir rapidement, on oublie que finalement, 50% de la ville est construite de façon informelle et donc on néglige un secteur qui a une grande importance pour l'économie et qui finalement se trouve à répéter les mêmes erreurs qu'il avait déjà fait avant le désastre ou avant l'événement. Or, c'est ce secteur informel, comme je vous ai déjà dit, qui est responsable de construire 50% des villes dans les pays en voie de développement. Et donc, comment répondre à cette complexité et à ces 6 erreurs qui reviennent souvent? Les approches nouvelles en développement international nous disent qu'on devrait peut-être regarder quelles sont les capacités des acteurs, et par capacité, comprenez bien que je ne dis pas capacité, mais plutôt l'ensemble des libertés contextuelles et culturelles qui permettraient aux individus d'identifier des choses qui sont importantes pour eux et d'arriver à atteindre ces objectifs qu'ils seraient capables d'identifier. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est si c'est ça suffisant. Si c'est suffisant simplement de prendre les individus, leur donner des libertés pour qu'ils puissent identifier leurs besoins et répondre à leurs attentes, à leurs besoins. Je dirais que oui, en grande partie, mais ce n'est pas tout à fait le 100% de l'équation. La question est un petit peu plus complexe que ça quand on le regarde du point de vue du cadre bâti, du point de vue de la ville. Et je dirais qu'il y a 2 types d'actions qui sont fondamentales. Une action
au niveau individuel, comme on vient de voir, donc donner les capacités aux individus d'identifier ce qu'ils sont, et donc leur donner aussi les ressources pour qu'ils puissent donner une réponse individuelle. Mais en même temps, quand on parle de la ville, il y a quand même certaines décisions collectives qu'il faut prendre. La ville est beaucoup plus que la somme simplement des individus. Il y a aussi une espèce de sens commun, de collectivité, des valeurs communes qu'il va falloir discuter et sur lesquelles il va falloir s'entendre. Donc, l'interaction des parties prenantes devient aussi fondamentale, c'est-à-dire d'identifier les institutions, à la fois formelles et informelles, qui seront capables d'établir les structures, les rôles et les responsabilités pour une gouvernance capable d'identifier des valeurs collectives qui pourront être mobilisées pour le processus de reconstruction. On fait appel à ces libertés individuelles, appuyées par des opportunités, des choix et des habilités, c'est-à-dire de pouvoir répondre à mes besoins et mes attentes personnelles, et de l'autre côté, collectivement, quelles sont les valeurs qu'on se donne, quelles sont les valeurs qu'on discute, pour que collectivement aussi, on donne un sens à ce processus de reconstruction. À partir de projets, de programmes et de politiques, accompagnés par l'information, l'éducation, les cadres légaux et financiers, on devrait être capable d'agir sur l'action collaborative et participative des acteurs pour définir les politiques, les programmes, pour définir, monter et gérer le projet en vue finalement de développer chez les individus ces capacités qui leur permettront donc d'identifier leurs besoins et les attentes et pouvoir réagir en conséquence, et de l'autre côté d'identifier ces valeurs collectives qui sont importantes et sur lesquelles il devrait y avoir des discussions publiques. C'est beaucoup plus qu'une proposition théorique. En réalité, ce que je viens de vous expliquer en mode un peu plus conceptuel, c'est basé sur des exemples de reconstruction dans lesquels on a vu que cet équilibre à la fois entre les questions individuelles et les décisions collectives était approprié, ou en inspiration. Et donc, quelques avantages pour conclure. Cette approche, disons, mixte entre équilibre des droits individuels et en même temps gouvernance collective, nous permet de gérer plus facilement l'incertitude qui caractérise le projet de développement et de reconstruction, nous permet de réduire des coûts, parce qu'il y a plus de recyclage, plus d'obtention, les habitants vont aller obtenir des meilleurs prix dans le marché, plus de flexibilité dans l'espace, combinaison des techniques et des matériaux. Troisièmement, ça nous permet d'adapter les interventions aux vrais besoins et aux attentes des habitants. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le fait. Ça nous permet d'adapter le projet au rythme de développement et aux ressources qui sont disponibles pour chaque famille, pour chaque unité, pour chaque municipalité, permet de partager des risques dans le projet et facilite la participation du secteur informel. Donc, je vous laisse avec 5 réflexions. La première, la reconstruction est et doit être une opportunité pour redresser des injustices sociales. Le cadre bâti peut jouer un rôle fondamental. L'habitat en général et le logement économique en particulier sont un outil politique qui peut être utilisé ou non pour atteindre cette justice sociale. Il y a 2 niveaux d'action qui doivent être considérés dans une approche à la reconstruction basée sur la justice sociale. D'un côté, l'action individuelle et de l'autre côté, l'action collective concertée à partir des structures de gouvernance. Notre action doit à la fois viser le respect des libertés individuelles et de l'autre côté, l'identification des solutions qui produisent de la valeur pour un plus grand nombre de parties prenantes. Et ça, c'est la question clé, de la valeur pour un plus grand nombre de parties prenantes. Et finalement, la reconnaissance des libertés exige aussi un engagement institutionnel fort et soutenu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que parce que les gens ont des habilités, qu'ils vont faire le processus tout seuls. Il faut les accompagner, mais les accompagner de la bonne façon. Ce n'est pas un désengagement de l'État ou des institutions, ce qu'il nous faut, c'est plutôt des institutions engagées à travailler ce double niveau d'action individuelle et collective.